Je m'appelle Céline. J'ai 38 ans. Et à Noël dernier, j'ai appris que les gens pour qui j'avais tout sacrifié mentaient à mon sujet depuis 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai envoyé à mes parents 1 800 € chaque mois, soit un total de 324 000 €. Je n'ai jamais manqué un seul versement. La veille de Noël dernier, j'ai entendu ma mère dire à ma tante, « Céline ? Elle ne nous a jamais envoyé un centime. Elle nous est redevable. Nous l'avons nourrie pendant 18 ans. Dieu merci, nous avons Marc. Marc, mon frère cadet. Celui pour qui ils ont payé tous les frais de scolarité en école de commerce, tout en me disant qu'ils ne pouvaient s'en permettre qu'un seul et que c'était, le garçon. Celui qui n'a pas gardé un emploi depuis 3 ans. Celui qui s'attribuait le mérite de chaque euro que j'envoyais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas confronté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un seul appel. Le soir du Nouvel An, 30 membres de ma famille ont appris exactement qui soutenait réellement mes parents depuis tout ce temps. Et mes parents, eux, ont appris ce qui arrive quand on efface la mauvaise fille. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Laissez un commentaire ci-dessous, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Maintenant, laissez-moi vous ramener 15 ans en arrière, le jour où j'ai effectué mon tout premier virement. J'avais 23 ans quand j'ai reçu mon premier vrai salaire. Je sortais tout juste de l'école. 55 000 € de dettes étudiantes planaient au-dessus de ma tête comme un nuage d'orage. 3 jobs à temps partiel pendant mes études juste pour payer l'électricité. Aucune aide de mes parents. Pas un seul centime. Je me souviens encore de la conversation 5 ans avant ce salaire. J'avais 18 ans, assise à la table de la cuisine, ma lettre d'admission pour une grande école de commerce entre les mains, pleine d'espoir, pleine de rêves. Papa, les frais de scolarité sont de 11 000 € par an. J'ai une bourse partielle, mais j'ai encore besoin d'eux. Il ne m'a même pas laissé finir. Céline, on ne peut en payer qu'un seul. Marc en a plus besoin. C'est le garçon. Il aura une famille à soutenir un jour. Maman a hoché la tête à côté de lui. Tu trouveras un moyen, ma chérie. Les filles trouvent toujours un moyen. Alors, je l'ai fait. J'ai trouvé un moyen. Prêts étudiants, serveuse, cours particuliers, garde de nuit dans une station-service. J'ai griffé mon chemin à travers 4 années d'études tandis que Marc avait tout servi sur un plateau. Quand j'ai décroché ce premier emploi, analyste junior dans un cabinet financier à Paris, j'aurais dû faire la fête. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai envoyé 450 € à mes parents. Maman a appelé ce soir-là. Seulement 450 €? Sa voix dégoulinait de déception. Marc a du mal avec ses factures de carte de crédit. Il aurait vraiment besoin d'un peu d'aide. J'ai augmenté la somme à 900 € le mois suivant, puis à 1 800 € quand j'ai été promu. J'ai continué à attendre un merci, une simple reconnaissance, quelque chose. Ce n'est jamais venu. Mais j'ai continué à envoyer l'argent mois après mois, année après année, parce que c'est ce que font les bonnes filles, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais. 324 000 €. C'est ce que 15 ans de silence m'ont coûté. Le favoritisme n'a pas commencé quand j'avais 18 ans. Il a commencé avant même que je sache épeler le mot. J'avais 10 ans quand j'ai eu besoin de 10 € pour un projet scolaire, des livres sur le système solaire. Rien d'extravagant. Va juste à la bibliothèque, a dit papa sans lever les yeux de son journal. La même semaine, Marc a reçu une toute nouvelle console de jeu à 180 €, sans aucune question. À 16 ans, j'ai gagné un prix académique prestigieux. La cérémonie était un samedi après-midi. J'avais repassé ma plus belle robe la veille. J'avais répété mon discours de remerciement devant le miroir. Mes parents ne sont pas venus. Marc a un match de foot, a expliqué maman au téléphone. Tu comprends, n'est-ce pas, ma puce? Je comprenais parfaitement. À 18 ans, j'ai entendu papa parler à l'oncle Bernard lors d'un repas de famille. Pourquoi investir dans l'éducation d'une fille? Papa riait en faisant tourner sa bière. Elle va juste se marier et pondre des gosses, ce sera le problème de quelqu'un d'autre. La tablée a ri avec lui. Je me suis assise dans un coin, invisible. Maintenant, à 38 ans, j'ai fait le calcul. Une nuit d'insomnie.
1800 €, 12 mois, 15 ans. J'ai attrapé une calculatrice même si je n'en avais pas besoin. Le chiffre m'a brûlé l'esprit comme un fer rouge. 324 000 €. C'est plus que le prix de la maison de la plupart des gens, plus que ce qu'il m'avait refusé pour mes études, multiplié par 30, plus que ce que Marc avait gagné dans toute sa vie d'adulte réunie. Le savait-il? S'était-il jamais assis pour faire le total? Avait-il jamais pensé une seule fois à la provenance de cet argent? J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, une nouvelle question se formant dans mon esprit, une question plus sombre. Que racontait-il exactement aux gens à mon sujet? J'étais sur le point de le découvrir. C'était lors d'un grand repas de famille en novembre dernier. Je suis arrivé en retard à cause d'une date limite au travail. La maison était chaude et bruyante. Odeur de dinde, rire, le chaos habituel de 30 proches entassés dans le salon de mes parents. Je me suis glissé par la porte latérale, espérant éviter les histoires. C'est là que je l'ai entendu. La voix de tante Martine, claire comme de l'eau de roche. Marc, tu es un si bon fils, d'envoyer de l'argent à tes parents chaque mois comme ça. Je me suis figé dans le couloir. La réponse de Marc m'a glacé le sang. La famille passe avant tout, tante Martine. Il a souri, de ce sourire paresseux qui est le sien. C'est le moins que je puisse faire. Je ne pouvais plus bouger. Plus respirer. J'avais sûrement mal entendu. Puis maman est intervenue assez fort pour que tout le monde entende. Céline est toujours tellement occupée avec son grand travail à Paris. Elle a soupiré théâtralement. Elle n'a jamais de temps pour nous. Elle n'aide jamais. Dieu merci, nous avons Marc. Des murmures sympathiques ont parcouru la pièce. C'est tellement triste, a dit quelqu'un. Certains enfants oublient simplement d'où ils viennent, a ajouté un autre. Je suis resté figé, les sacs de courses me sciant les paumes. 15 ans de virements bancaires hurlaient dans ma tête. Daniel m'a trouvé là 10 minutes plus tard, toujours figée, toujours silencieuse. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tiré dehors. J'ai entendu, a-t-il chuchoté. Céline, je soupçonnais ça depuis un moment. Qu'est-ce que tu veux dire? La façon dont ta famille te regarde, les commentaires. Ça ne collait jamais. Il m'a tenu les mains. Nous avons besoin de preuves, de documentation, de tout. Je voulais retourner à l'intérieur en tempête, renverser la table, hurler la vérité. Mais Daniel avait raison. Les mots pouvaient être niés. Les émotions pouvaient être déformées. Les chiffres, eux. Les chiffres ne mentent pas. Pas maintenant, a dit Daniel. Mais bientôt. Je ne savais pas que, bientôt, arriverait la veille de Noël. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. Daniel m'a trouvé à 3 heures du matin, assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une liste. Mon stylo gratté contre le papier. Tout ce que je perds en restant silencieuse. Il s'est assis en face de moi. Il a attendu. 21 600 € par an. J'ai tapoté la première ligne. C'est ce que je leur envoie. On aurait pu acheter une plus grande maison, commencer un fonds d'études pour des enfants qu'on n'a même pas encore. Quoi d'autre? Ma réputation. Le mot avait un goût amer. 30 proches pensent que je suis la fille ingrate qui a abandonné ses parents. Pendant ce temps, Marc, qui n'a pas gardé un emploi depuis 3 ans, est le héros de la famille. Daniel a pris ma main. Et voici le pire. Ma voix s'est brisée. Je suis en train de me perdre moi-même. À chaque fête, je m'assois dans ce coin et j'ai l'impression d'avoir à nouveau 18 ans. Invisible. Sans valeur. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je me posais cette question depuis des jours. Je pourrais les confronter, mais ce serait ma parole contre la leur. Ton comptable a des dossiers. J'ai levé les yeux. Quoi? Marguerite. Elle fait tes impôts depuis des années. Elle a chaque virement documenté. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Une petite flamme d'espoir. Si je fais ça, je les perds. Mes parents, pour de bon. Les yeux de Daniel étaient stables. Certains. Céline, tu les as perdus il y a des années. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Ces mots ont frappé comme un coup physique parce qu'ils étaient vrais.
Je portais le deuil de parents que je n'avais jamais vraiment eu. Je courais après une approbation qui ne viendrait jamais. Je payais pour un amour qui n'était jamais à vendre. J'attendrai, ai-je finalement dit. Encore une chance. Encore un signe. Noël était dans 2 semaines. Je ne savais pas que le signe viendrait si clairement. Veille de Noël. La maison de mes parents brillait de guirlandes lumineuses et d'une fausse chaleur. Daniel m'a serré la main dans la voiture. Tu es sûr de toi? Non. J'ai attrapé la bouteille de vin que j'avais apportée. Mais j'ai besoin de savoir si ce qui s'est passé en novembre était un accident. Peut-être que j'ai mal entendu. Je n'avais pas mal entendu. Au fond de moi, je le savais. Mais l'espoir est une chose tenace. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Oh. L'étreinte de maman a duré exactement 1 seconde. Tu es venu. Pas, je suis si contente que tu sois là. Pas, joyeux Noël, ma chérie, juste, tu es venu, comme si j'étais une réflexion après coup. Le salon débordait de parents, tantes, oncles, cousins, leurs enfants. Le sapin scintillait. Maria Carey jouait sur l'enceinte, et là, au centre de tout, trônait Marc. Papa lui tendait un verre de whisky. Marc, raconte à tout le monde ta nouvelle entreprise. Eh bien. Marc s'est adossé, se prélassant dans l'attention. J'examine quelques opportunités d'investissement. L'immobilier principalement. J'attends juste le bon moment. Traduction, il était au chômage et vivait au crochet de nos parents. Avec mon argent. Tante Martine a croisé mon regard et m'a fait signe de venir. Céline, comment va le travail? Ta mère dit que tu es toujours si occupée. Ça va, tante Martine. Je me suis forcé à sourire. Occupée? Oui. C'est dommage. Elle m'a tapoté le bras. La famille devrait passer en premier, tu sais. Je voulais hurler. Au lieu de cela, je me suis excusé pour aller chercher de l'eau. La cuisine était calme, une brève évasion. Je me suis versé un verre, les mains tremblant légèrement. C'est là que j'ai entendu des voix venant de la buanderie. Maman et tante Carole. Je n'aurais pas dû écouter, mais quelque chose, l'instinct, le destin, 15 ans de doute, m'a fait rester. Ce que j'ai entendu ensuite a tout changé. Je suis resté figé près du réfrigérateur. La porte de la buanderie était entr'ouverte juste assez. La voix de tante Carole. Diane, je ne comprends pas. Céline est analyste financière, non? Elle doit bien gagner sa vie. Pourquoi elle ne vous aide pas? Mon cœur s'est arrêté. Le rire de maman était tranchant, dédaigneux. Elle? S'il te plaît, Carole. Elle ne nous a jamais envoyé un centime. Le verre dans ma main a tremblé. Vraiment? Tante Carole semblait surprise. Mais elle a l'air de si bien réussir. De la poudre aux yeux. La voix de maman dégoulinait de mépris. Tu sais comment elle est. Elle a toujours eu le nez en l'air. Trop bien pour sa propre famille. On l'a élevée pendant 18 ans, nourrie, habillée, et elle nous est redevable. Mais est-ce qu'elle s'en soucie? Non. J'ai pressé mon dos contre le plan de travail, essayé de respirer. C'est terrible. Dieu merci pour Marc. Maman a soupiré. C'est lui qui prend soin de nous chaque mois sans faillir. Il comprend ce que signifie la famille. Marc a toujours été le plus gentil. Exactement. Céline est juste. Eh bien, tu sais, égoïste. Le mot m'a traversé comme une lame. Égoïste. 324 000 €. 180 virements automatiques. Sans jamais en manquer un seul. Pas quand j'étais malade. Pas quand j'ai perdu des clients. Pas quand Daniel et moi économisions pour notre mariage. Égoïste. J'ai posé mon verre doucement, soigneusement, pour qu'il ne se brise pas, parce que je voulais me briser. Je voulais entrer là-dedans et hurler la vérité jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais quelque chose m'a arrêté. La voix de Daniel dans ma tête. Nous avons besoin de preuves. J'ai sorti mon téléphone, trouvé un contact que je n'avais pas appelé depuis des mois. Mon doigt a plané au-dessus du nom. Marguerite Chen, expert comptable. J'ai appuyé sur appeler.
L'air froid de décembre m'a frappé le visage alors que je sortais sur la terrasse arrière. Le téléphone sonnait déjà. Céline? La voix de Marguerite était chaleureuse mais confuse. C'est la veille de Noël. Je sais. Je suis désolé. Est-ce que tout va bien? J'ai fermé les yeux, pris une inspiration. J'ai besoin de la documentation de chaque virement que j'ai fait à mes parents. Les 15 années complètes. Silence au bout du fil. Ça fait beaucoup de dossiers. Je sais. Puis-je demander pourquoi? Je regardais mon souffle faire de la buée dans l'air hivernal. À l'intérieur, je pouvais entendre les rires, la musique de Noël, les sons d'une famille qui mentait à mon sujet depuis des années. Ils racontent aux gens que je ne les ai jamais aidés. Ma voix était stable, plus calme que je ne me sentais. Ils donnent à mon frère le crédit de tout. J'ai besoin de preuves, Marguerite. Des dossiers officiels. Une autre pause. Je peux sortir les relevés bancaires certifiés remontant à 15 ans. Je les aurai prêts pour la fin de la semaine. J'en ai besoin avant le nouvel an. C'est. Elle s'est arrêtée. D'accord, je vais m'arranger. Tu veux que tout soit certifié? Tout? Je veux que ce soit si officiel que personne ne puisse le contester. Céline. Sa voix s'est adoucie. C'est une somme d'argent importante. Est-ce que tu réalises? 324 000 euros? Je l'ai coupé. Je sais exactement ce que c'est, et bientôt tout le monde le saura aussi. Nous avons raccroché. Je suis resté là un moment de plus, regardant mon souffle disparaître dans l'obscurité. La porte s'est ouverte derrière moi. Céline? La voix de maman, douce comme du sucre. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre. Il gèle. Je me suis retourné pour lui faire face, la femme qui venait de me traiter d'égoïste devant ma tante. Juste un appel pour le travail, maman. Elle a secoué la tête. Toujours à travailler. C'est ça ton problème. J'ai souri et je l'ai suivi à l'intérieur. Pas pour longtemps. 26 décembre, le lendemain de Noël. Daniel était retourné travailler. J'étais assise seule dans notre appartement à Paris, fixant mon téléphone. Un appel fait, un de plus à passer. J'ai trouvé le numéro de maître Thomas Richard, mon notaire. Nous nous étions rencontrés il y a 2 ans quand Daniel et moi avions enfin pris le temps de faire nos testaments. À l'époque, j'avais inscrit mes parents comme bénéficiaires secondaires, juste au cas où. Étude de maître Richard. En quoi puis-je vous aider? Thomas, c'est Céline. Céline, joyeuse fête. Que puis-je faire pour vous? Je n'ai pas perdu de temps en politesse. J'ai besoin d'apporter des changements à mes documents successoraux, mon testament et les bénéficiaires de mon assurance vie. Une brève pause. Quel genre de changement? Je veux retirer mes parents de tout. Des papiers ont été remués à l'autre bout. Je l'imaginais sortant mon dossier. Actuellement, votre mari Daniel est le bénéficiaire principal. Vos parents, Henri et Diane Moreau, sont secondaires. Vous voulez les retirer entièrement? Oui. Et les remplacer par. J'ai réfléchi un instant. Une association caritative pour l'éducation des enfants issus de familles à faible revenu. L'ironie ne m'échappait pas. L'argent qui aurait pu aller à des parents qui m'avaient refusé une éducation irait maintenant aider des enfants comme je l'avais été autrefois. C'est un changement important, Céline. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je peux avoir les documents prêts pour le 2 janvier. Vous devrez venir signer. Parfait. Si je peux me permettre de demander. C'est une affaire de famille, Thomas. Ma voix était ferme mais polie. Restons là. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le calme de mon appartement. 2 appels, 2 chaînes brisées. Maintenant, tout ce dont j'avais besoin, c'était la documentation de Marguerite et un moment pour faire voir la vérité à tout le monde. Le nouvel an était dans 6 jours. 30 décembre, 2 jours avant la fête. Mon email a sonné à 19h47. De Marguerite Chen, expert comptable. Objet, dossier de documentation. Pièce jointe confidentielle, virement Moreau 2011-2025 certifi.pdf. Mon doigt a tremblé sur le pavé tactile.
J'ai cliqué. Le PDF s'est chargé lentement. Page après page après page. 47 pages au total. Chaque virement unique listé chronologiquement. Date, montant, numéro de confirmation bancaire, mon compte, leur compte. Mars 2011, 450 €. Avril 2011, 900 €. Mai 2011, 900 €. Janvier 2024, 1800 €. Février 2024, 1800 €. Point jusqu'en décembre 2025. Au bas de la dernière page, en gras, total des virements, 324 000 €, certifié par Marguerite Chen, expert comptable, signé le 29 décembre 2025. Daniel est rentré à la maison pour me trouver devant l'imprimante. Ces 47 pages. Je regardais chaque feuille sortir, chaude et réelle. 15 ans, chaque euro. Il a ramassé la première page, l'a lue, l'a reposée. Céline, je sais que c'est. Il a passé sa main dans ses cheveux. C'est une maison. C'est les études de 2 enfants. C'est tout ce que j'aurais pu avoir. J'ai rassemblé les pages en une pile soignée. Tout ce qu'ils ont dit que je n'ai jamais donné. J'ai ouvert mon porte-documents en cuir, celui que j'utilisais pour les réunions clients importantes, et j'ai glissé les documents à l'intérieur. Mon téléphone a vibré. Un email de Maître Richard. Documents successoraux finalisés, prêt pour signature le 2 janvier. Une autre pièce du puzzle. Daniel m'a regardé fermer le porte-documents avec un clic doux. Tu vas vraiment le faire. Ils ont dit à tout le monde que je ne les ai jamais aidés. Daniel, ils ont dit à tout le monde que Marc était leur sauveur. J'ai croisé son regard. Ils organisent une fête pour le réveillon du Nouvel An. 30 proches. Et je vais leur donner à tous un sujet de conversation. Je te conduis. Non. J'ai secoué la tête. J'ai besoin de faire ça seul. 31 décembre, 20 h. Daniel a laissé tourner le moteur de la voiture devant la maison de mes parents à Lyon. Chaque fenêtre flamboyait de lumière. La musique résonnait de l'intérieur. Au moins 30 voitures bordaient la rue. Je peux attendre, a proposé Daniel. Juste au cas où. Donne-moi 2 heures. J'ai attrapé le porte-documents sur le siège arrière. Si je ne suis pas sorti à 22 h, viens me chercher. Céline. Il a attrapé ma main. Quoi qu'il arrive là-dedans, je suis fier de toi. J'ai embrassé sa joue. Puis je suis sorti dans le froid. La porte était déverrouillée. Je suis entré. Le salon m'a frappé comme une vague. Bruit. Chaleur. Décor partout. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Tante et oncle buvant du champagne. Des enfants courant entre les jambes. Et ma mère tenant court près de la cheminée. Elle m'a repéré. Son sourire a vacillé. Là, puis parti. Céline, tu es venue. Elle n'a pas bougé pour me serrer dans ses bras. C'est quoi ce sac? Tu travailles ce soir? Juste quelques documents. J'ai gardé ma voix légère. Quelque chose dont je dois m'occuper. Ses yeux se sont légèrement plissés. Suspicieuse, mais les invités regardaient, alors elle a joué le jeu. Eh bien, pose-le quelque part. C'est une fête. J'ai posé le porte-documents à mes pieds. Je ne l'ai pas quitté des yeux. De l'autre côté de la pièce, papa était au milieu d'une histoire, un cercle de proches suspendu à ses lèvres. Point et vous savez combien c'est dur depuis que je suis à la retraite. Revenus fixes, frais médicaux, mais Marc a été incroyable. Il a tapé sur l'épaule de mon frère. On n'aurait pas pu le faire sans lui. Marc rayonnait. Rayonnait vraiment. J'ai trouvé une chaise vide dans le coin. Je me suis assise, j'ai observé. Tante Martine s'est approchée. Céline, ma chérie, tu as l'air fatiguée. Tout va bien? J'attends juste le bon moment, tante Martine. Elle m'a lancé un regard perplexe mais a continué son chemin. L'horloge au mur indiquait 20 h 15. Moins de 4 heures avant minuit. Je pouvais attendre. 21 h 30, la fête battait son plein. Je n'avais pas bougé de mon coin. Observant, écoutant. Le porte-documents était à mes pieds comme un prédateur patient. Tante Carole a fait teinter son verre avec une fourchette.
La pièce s'est tue. Henri. Diane. L'heure du discours. Papa s'est levé, le torse bombé d'une fausse modestie. Eh bien, puisque vous insistez. Il a levé son champagne. Ça a été une année difficile, les amis. Vous connaissez tous nos difficultés, mais nous sommes bénis d'avoir une famille qui se soucie vraiment de nous. Il a regardé ostensiblement Marc. Notre fils a été notre roc. Chaque mois, il nous aide à joindre les deux bouts. C'est à ça que ressemble une vraie famille. Des murmures d'approbation, des verres levés. Puis quelqu'un, la cousine Béatrice je crois, a fait un geste vers moi. Et Céline? Elle réussit si bien. La pièce s'est tournée. 30 perdus en attente. Maman a sauté sur l'occasion avant que je puisse respirer. Céline. Elle a ri, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Oh, ma chérie. Elle est très occupée. Un poste important à Paris. Elle n'a plus beaucoup de temps pour la famille. C'est dommage, a dit l'oncle Bernard. Maman n'avait pas fini. Parfois je me demande. Elle a tamponné ses yeux. On l'a élevée pendant 18 ans, nourrie, habillée, on lui a tout donné, et maintenant elle. Elle a laissé sa phrase en suspens avec un reniflement théâtral. Elle n'appelle même pas, a ajouté papa. Alors aidez. La sympathie dans la pièce était palpable. Pauvre Henri. Pauvre Diane. Des parents si dévoués. Une fille si ingrate. J'ai regardé Marc. Il étudiait ses chaussures, ne me défendant pas, ne corrigeant pas le mensonge, juste silencieux. Mes mains ont serré la poignée du porte-document. Tante Martine a pris la parole, me regardant directement. Céline, je ne comprends pas. Tu es analyste financière. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu n'aides pas tes parents? Chaque œil dans la pièce s'est fixé sur moi. C'était le moment. Je me suis levé lentement. Merci de demander, tante Martine. La pièce est devenue silencieuse. J'ai soulevé le porte-document sur la table basse. Le verrou a cliqué, un son impossiblement fort dans le calme. Qu'est-ce que tu fais? La voix de maman était tranchante. Un avertissement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste sorti la pile de papier. 47 pages. Certifié. Je pense qu'il est temps que tout le monde voie ça. J'ai posé les documents sur la table où tout le monde pouvait voir. La première page était clairement visible. Relevé de virements bancaires. Céline à Henri et Diane Moreau. C'est quoi ce bordel? Papa s'est avancé. Ceci est un dossier complet de chaque virement que je vous ai fait, à toi et maman. Ma voix était stable, calme. Commençant en mars 2011 et finissant le mois dernier. Tante Martine était la plus proche. Elle a ramassé la première page. 1800 €? Ses yeux se sont écarquillés. Tu envoyais 1800 € chaque mois? J'ai hoché la tête. Pendant 15 ans. Les pages ont commencé à circuler. De cousin à cousin, de tante à oncle. J'ai regardé leurs visages changer. Confusion, incrédulité, calculs mentaux. Attendez. L'oncle Bernard a tourné jusqu'à la dernière page. Le total ici indique 324 000 €. Des halètements ont parcouru la pièce. Ça ne peut pas être vrai, a soufflé tante Carole. C'est certifié. J'ai pointé la signature de Marguerite. Par mon expert comptable. Ce sont des relevés bancaires officiels. La pièce a éclaté en chuchotement. Les papiers froissaient alors que tout le monde essayait de voir. Le visage de maman était devenu blanc. Le verre de champagne de papa tremblait dans sa main. Marc n'avait pas bougé, figé comme un cerf dans les phares. Céline. La voix de papa s'est brisée. C'est une affaire de famille privée. Tu l'as rendue publique. Je l'ai coupée. Calme mais ferme. Tu viens de dire à tout le monde que Marc vous soutient. Que je n'aide jamais, que j'ai abandonné ma famille. J'ai fait un geste vers les papiers. Alors laissons tout le monde voir la vérité. L'horloge indiquait 21h47. Le compte à rebours jusqu'à minuit avait un tout nouveau sens. Maintenant, je dois faire une pause ici un instant. Si vous avez déjà eu l'impression que vos contributions étaient invisibles,
que vos sacrifices passaient inaperçus pendant que quelqu'un d'autre en récoltait le mérite, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Avant de vous montrer ce qui s'est passé ensuite, si cette histoire résonne en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été l'invisible de votre famille? J'attends. Maintenant, retour à ce salon. Les papiers passaient de main en main comme des textes sacrés. Tante Martine se tenait au centre, lisant à haute voix. Mars 2011, 450 €. Avril 2011, 900 €. Elle tournait les pages. Janvier 2015, 1800 €. Février 2015, 1800 €. Chaque mois unique, ai-je confirmé. Sans faillir. L'oncle Bernard avait sorti son téléphone. Application calculatrice ouverte. 1800 x 12, ça fait 21 600 € par an. Il tapait les chiffres. Fois 15 ans, ça fait 324 000 €. Exactement. La pièce fixait les documents comme s'ils étaient témoins d'un miracle ou d'un meurtre. La cousine Béatrice a levé les yeux vers mes parents. Henri, Diane, est-ce que c'est vrai? La bouche de maman s'est ouverte, fermée. Aucun son n'est sorti. Papa a essayé de récupérer la situation. Ça pourrait être truqué. N'importe qui peut fabriquer. Ils sont certifiés. La voix de tante Martine coupait comme de la glace. Je peux voir le sceau de l'expert comptable. Ce sont des documents légaux, Henri. Plus de chuchotements, plus de remue-ménage de papier. Je ne comprends pas. Tante Carole a pressé sa main sur sa poitrine. Vous nous avez dit que Marc envoyait de l'argent. Il le fait. La voix de papa était désespérée. Enfin, Marc aide d'autres façons. Quelles autres façons? A défié l'oncle Bernard. Parce que d'après ça, Céline paie votre crédit immobilier depuis 15 ans. J'ai regardé mes parents paniquer. J'ai regardé les murs qu'ils avaient construits avec des mensonges commencer à se fissurer. Marc contribue, a insisté maman faiblement. Il ne garde juste pas de traces comme elle le fait. Alors où sont ses relevés bancaires? La question venait de la cousine Béatrice. S'il envoie de l'argent, montrez-nous. Toutes les têtes se sont tournées vers Marc. Il se tenait figé, le visage rouge, les yeux fuyants. Je ne. Tu ne quoi? Marc? Le ton de tante Martine avait changé. Plus dur maintenant, plus en colère. J'avais presque pitié de lui. Presque. Papa s'est avancé, les mains levées comme pour calmer une foule. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille privée. Nous ne devrions pas étaler notre. Tu viens de faire un discours. La voix de l'oncle Bernard a retenti à travers la pièce. Tu t'es levé et tu as dit à tout le monde que Marc était votre sauveur. Tu as traité Céline d'ingrate devant 30 personnes. Ce n'est pas privé, Henri. Maman a essayé une approche différente. Elle a tamponné ses yeux, la voix tremblante. Céline, ma chérie, pourquoi ferais-tu ça? Nous embarrasser comme ça après tout ce qu'on a fait pour toi? C'était là. La carte de la victime. Je l'avais vu la jouer 1000 fois avec les voisins, avec les médecins, avec quiconque voulait bien écouter. Pas ce soir. Tout ce que vous avez fait pour moi? J'ai gardé ma voix égale. Vous avez refusé de payer pour mes études. Vous avez dit à papa d'investir dans Marc parce que les filles n'ont pas besoin d'éducation. J'ai contracté 55 000 € de prêt tandis que Marc a tout eu gratuit. Ce n'est pas à bafouiller maman. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'ai eu un bon travail, quand j'ai commencé à gagner de l'argent réel, je vous l'ai envoyé chaque mois pendant 15 ans. J'ai pointé les documents maintenant éparpillés sur la table basse. Ce n'est pas de l'embarras, maman. C'est la vérité. Mais on t'a élevé, a craqué papa. 18 ans. Ça ne compte pour rien? J'ai dépensé 324 000 € sur 15 ans. J'ai croisé son regard. Je dirais qu'on est quitte. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Tante Martine s'est interposée entre nous. Henri, Diane. Sa voix était calme mais dévastatrice. Je pense que vous devez une explication à tout le monde. Pourquoi nous avez-vous dit que Marc vous soutenait alors que c'était Céline qui envoyait l'argent? Le visage de maman s'est chiffonné.
La mâchoire de papa s'est serrée. Aucun des deux n'a parlé. Le silence disait tout. L'attention s'est déplacée vers mon frère comme un projecteur trouvant sa marque. Marc se tenait près de la cheminée, son verre de champagne toujours à la main. Il n'avait pas bougé depuis que j'avais ouvert le porte-documents. N'avait pas parlé, n'avait pas défendu nos parents ni corrigé leurs mensonges. L'oncle Bernard a marché vers lui. Marc, entendons-le de ta bouche. As-tu envoyé de l'argent à tes parents? La voix de Marc s'est brisée. J'ai aidé ici et là. Ici et là, n'est pas 1800 € par mois. Tante Martine a croisé les bras. As-tu des relevés bancaires? Une preuve? Je ne garde pas de dossier comme ça. Pratique, a murmuré quelqu'un. Je me suis avancé. Pas agressive, juste claire. Marc, je ne te demande pas de prouver quoi que ce soit. Mais tu es resté assis là pendant des années à les laisser te donner le crédit de mon argent. Tu as entendu maman et papa dire à tout le monde que j'étais ingrate. Tu connaissais la vérité. Ses yeux ont finalement rencontré les miens. Céline, je n'ai pas. Tu n'as pas quoi? Pas su? Pas voulu savoir? J'ai secoué la tête. Chaque repas de famille, chaque Noël, chaque anniversaire, tu les as laissés me peindre comme la méchante. La pièce observait. 30 témoins de années de tromperie. La cousine Béatrice a pris la parole. Est-ce vrai, Marc? Savais-tu que Céline était celle qui les aidait réellement? Son silence s'était tiré comme un élastique sur le point de claquer. Je pensais. Sa voix était à peine un murmure. Je pensais peut-être qu'elle envoyait aussi de l'argent. Comme en plus de ce que je. Ce que tu quoi? A pressé l'oncle Bernard. À quoi as-tu contribué exactement? Marc a regardé le sol. La réponse était claire. Rien. Il n'avait contribué à rien et il le savait depuis le début. Je vois. La déception de tante Martine était palpable. Eh bien, je pense que nous avons tous appris quelque chose ce soir. L'horloge indiquait 22h15. La fête était finie. Le jugement venait juste de commencer. L'ambiance avait changé. La musique était éteinte. Le champagne restait intouché. J'ai plongé la main dans mon porte-documents une dernière fois. J'ai quelques annonces. Papa avait l'air de vouloir m'arrêter, mais 30 perdieux le maintenaient en place. Premièrement. J'ai fait face à mes parents directement. À partir de janvier, je n'enverrai plus d'argent. Pas parce que je ne peux pas me le permettre, mais parce que je ne dois rien à personne. Maman a laissé échapper un petit cri. Deuxièmement, ai-je continué, solide comme l'acier. La semaine dernière, j'ai mis à jour les bénéficiaires de mon assurance vie. Maman et papa, vous n'êtes plus sur la liste. S'il m'arrive quelque chose, l'argent ira à un fonds d'éducation pour des enfants de familles défavorisées. L'ironie a atterri. J'ai vu tante Martine hocher légèrement la tête. Troisièmement. C'était le plus dur. J'ai révisé mon testament. L'héritage sur lequel vous comptiez, il a disparu. Chaque centime ira à des gens qui ne nieront pas d'où il vient. Les jambes de maman ont semblé lâcher. Elle s'est effondrée sur le canapé. Comment peux-tu? Sa voix était à vif. Après tout. Après tout. J'ai presque ri. Vous avez dit à toute la famille que j'étais ingrate. Vous avez donné à Marc le crédit de mon argent. Vous n'avez jamais dit merci une seule fois. Nous sommes tes parents. A crié papa. Et j'étais votre fille, ai-je dit au passé, délibérément. Vous m'avez élevé pendant 18 ans. Je vous ai soutenu pendant 15. J'ai financé des vacances dont vous avez dit aux gens que Marc les avait payées. J'ai couvert des factures médicales dont vous avez dit qu'elles venaient de vos économies. J'ai ramassé mon porte-documents. Là où on en est, en fait, d'après mes calculs, vous me devez encore environ 90 000 € en dommages émotionnels. Mais je vais laisser passer ça. Personne ne m'a arrêté alors que je marchais vers la porte. Céline, attends. Maman a tendu la main. Je ne me suis pas retourné. J'étais presque à la porte quand une main a attrapé mon bras. Tante Martine. Ses yeux brillaient. Sans un mot, elle m'a attiré dans une étreinte. Je suis tellement désolé, ma chérie.
Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas. Toutes ces années, je pensais. C'est bon, tante Martine. Ce n'est pas bon. Elle s'est reculée, les mains sur mes épaules. Je les ai crues. Je t'ai regardé au fait et j'ai pensé. Elle ne pouvait pas finir. Tu as cru ce qu'ils t'ont dit. Ce n'est pas ta faute. L'oncle Bernard est apparu à côté d'elle. Céline, je te dois des excuses aussi. La façon dont j'ai parlé de toi dans ton dos. Il a secoué la tête. J'ai honte. Un par un, les proches se sont approchés. Cousine Béatrice, cousin Marc, l'autre, tante Carole, qui fixait maintenant mes parents avec de nouveaux yeux. J'ai prêté 18 000 € à Marc, a dit tante Carole doucement. Tes parents ont dit que c'était pour un investissement. Une valeur sûre. Mon estomac a chuté. Il n'y avait pas d'investissement, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête lentement. La toile de mensonge était plus grande que je ne l'avais imaginé. Papa a poussé à travers la foule. Tout le monde, tout ça a pris des proportions démesurées. Céline est clairement émotive. Henri. La voix de l'oncle Bernard l'a arrêté net. Je pense que tu devrais arrêter de parler. Maman était assise sur le canapé, pleurant doucement. De vraies larmes maintenant, je le soupçonnais. Mais pas des larmes de remords. Des larmes parce qu'elle avait été prise. Je me suis tourné vers la pièce une dernière fois. Je n'ai besoin de personne pour s'excuser. Je n'ai besoin de personne pour prendre parti. J'avais juste besoin que la vérité soit entendue. J'ai soulevé mon porte-document. Maintenant, vous l'avez entendu. La porte d'entrée semblait plus légère que prévu. L'air froid de décembre a frappé mon visage comme une promesse. La voiture de Daniel attendait au bord du trottoir. Moteur tournant. Je suis monté sans regarder en arrière. Comment ça s'est passé? C'est fait. Au moment où j'ai franchi cette porte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 15 ans. La liberté. Si vous regardez toujours, je veux vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose ou seriez-vous resté silencieux? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez voir comment tout cela s'est déroulé, parce que les conséquences étaient quelque chose que je n'avais jamais prévu, continuez à regarder. Nous y sommes presque. La première semaine de janvier a apporté un flot de messages, pas de mes parents, mais de tous les autres. Tante Martine envoyait des textos tous les jours. J'ai appelé ta mère aujourd'hui, j'ai exigé une explication. Elle a juste pleuré et blâmé les circonstances. Impossible d'avoir une réponse claire. L'oncle Bernard a envoyé un long email s'excusant pour chaque regard en coin, chaque commentaire murmuré sur mon absence aux événements familiaux. J'aurais dû te demander directement au lieu de croire aux rumeurs. C'est ma faute. La cousine Béatrice a appelé pendant que je préparais le dîner. Céline, je veux juste que tu saches. J'ai raconté à ma mère ce qui s'est passé. Elle est furieuse contre tes parents. Tout le club de lecture est au courant. Le club de lecture. Mon Dieu, l'humiliation de mes parents se propageait comme une traînée de poudre à travers le cercle social de ma mère. J'aurais dû me sentir coupable. Ce n'était pas le cas. Le 8 janvier, Marc a finalement donné signe de vie. Un seul texto. Était-ce vraiment nécessaire? Papa et maman sont dévastés. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de répondre. Tu es resté silencieux et tu as pris le crédit pendant 15 ans. Ne me fais pas la leçon sur ce qui est nécessaire. Pas de réponse. Le silence de mes parents était plus fort que n'importe quelle dispute aurait pu l'être. 10 jours, pas un seul appel, pas un seul texto. Une partie de moi s'était attendue à ce qu'ils supplient, qu'ils s'excusent, qu'ils essaient de sauver quelque chose. Mais j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils avaient des remords. Ils étaient silencieux parce qu'ils se regroupaient, cherchant leur prochain mouvement, élaborant un nouveau récit. Daniel m'a trouvé en train de regarder par la fenêtre un soir. Des nouvelles d'eux? Rien. Il s'est assis à côté de moi. Comment te sens-tu? J'ai considéré la question attentivement. Légère, ai-je finalement dit. Comme si je portais un poids que je ne savais même pas que je tenais. Il a serré ma main. Ça s'appelle la liberté, Céline. C'était peut-être le 28 janvier, presque un mois depuis le Nouvel An.
Mon téléphone a sonné, un numéro que je reconnaissais à peine. Papa. Je l'ai laissé sonner 3 fois. 4, puis j'ai répondu. Céline. Sa voix était différente. Dépouillée de sa fanfaronnade habituelle. Il faut qu'on parle. J'écoute. La situation financière ici est difficile. Ta mère et moi, on a fait des ajustements, mais tu as coupé les 1800 € par mois sur lesquels on comptait. Silence. On a besoin d'aide, Céline. Juste pour quelques mois jusqu'à ce qu'on trouve une solution. J'ai regardé le plafond, pris une lente inspiration. Non. Céline. J'ai dit non, papa. J'ai été clair le soir du Nouvel An. Ce chapitre est clos. Son désespoir a filtré. Ta mère vend des meubles. Tu le savais? Elle vend la salle à manger que ta grand-mère nous a laissée. La salle à manger où j'avais mangé enfant. Celle où je n'étais jamais assez bien pour mériter une place. C'est son choix. Comment peux-tu être si froide? Froide? J'ai ri. Pas cruel, juste fatigué. Je vous ai soutenu pendant 15 ans pendant que vous disiez à tout le monde que j'étais sans valeur. Ce n'est pas froid, papa. C'est la conséquence naturelle de vos choix. Tu es notre fille. Et vous avez dit à tout le monde que vous auriez aimé que Marc soit né en premier au lieu de moi. Tu te souviens? Repas de famille 2019. Je t'ai entendu. Silence de mort. Il ne s'en souvenait pas. Ou plus probablement, il ne pensait pas que je m'en souviendrais. Papa, je ne veux rien de toi. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je n'ai pas besoin d'entendre que tu es désolé. J'ai raffermi ma voix. J'ai juste besoin que tu comprennes. J'ai fini. Ce n'est pas une punition. Ce sont des limites. La ligne est restée silencieuse un long moment, puis un clic. Il m'avait raccroché au nez. Pour la première fois de ma vie, ça m'était égal. 5 février, un coup de téléphone qui a changé tout ce que je croyais savoir. La voix de tante Martine était différente. Agitée. Céline, je dois te dire quelque chose. Je viens de découvrir et je suis furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton frère. Elle a craché les mots. Marc. Sais-tu combien de dettes il a? Je savais pour quelques problèmes de carte de crédit. Quelques? Elle a ri amèrement. Il doit 37 000 € rien que sur ses cartes de crédit, mais ce n'est pas le pire. Mon estomac s'est serré. C'est quoi le pire? Il a emprunté 18 000 € à Carole il y a 2 ans. Tes parents l'ont convaincu que c'était pour une opportunité d'investissement. Une start-up technologique, qu'il disait. Je me suis enfoncé dans ma chaise. Il n'y avait pas de start-up, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Marc a utilisé l'argent pour couvrir de vieilles dettes. Et maintenant Carole veut récupérer son argent et il ne l'a pas. La voix de tante Martine s'est brisée. Il vit au crochet de tes parents, ce qui veut dire qu'il vit à tes crochets depuis des années, et ils ont laissé faire. L'image complète a émergé comme une photo se développant dans l'acide. Mon argent n'avait pas seulement maintenu mes parents à flot. Il avait financé toute la mascarade de Marc, les projets d'entreprise, les investissements, tout était de la fiction. Ils ont construit un château de cartes, ai-je chuchoté, et ont utilisé mes chèques comme fondation. Exactement, a soupiré tante Martine. Je suis tellement désolé, Céline. Nous leur faisions tous confiance. Nous croyions tous. Vous croyez ce que les bonnes personnes croient à propos de la famille. Je me sentais étrangement calme. Que les parents ne mentent pas sur leurs enfants. Que le sang signifie quelque chose, n'est-ce pas? J'ai réfléchi à cette question. Ça devrait, ai-je finalement dit. Mais parfois la famille qu'on construit est plus forte que celle dans laquelle on est né. Tante Martine était silencieuse, puis doucement. J'aimerais faire partie de cette famille si tu veux bien de moi. Mes yeux ont piqué. Tu en fais déjà partie. 12 février. Un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Objet, de quelqu'un qui comprend. J'ai failli le supprimer. Spam probablement, mais quelque chose m'a fait cliquer. Chère Céline. Tu ne me connais pas, mais je connais ton histoire. Je m'appelle Patricia.
Je suis la plus jeune sœur de ton père. Nous ne nous sommes pas rencontrés parce que j'ai coupé contact avec Henri il y a 30 ans. J'ai entendu parler du réveillon par Martine. Elle a pensé que je devrais te contacter. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule, et tu n'es pas la première. Mon cœur s'est arrêté. Papa avait une sœur. Il ne l'avait jamais mentionné. Pas une seule fois. J'ai continué à lire. Quand j'avais 25 ans, j'étais exactement là où tu es. Henri était grand-parent. Il me voyait de la même façon qu'il te voit. La fille jetable. Celle qui était censée donner sans recevoir. J'ai quitté Lyon et je n'ai jamais regardé en arrière. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Je connais la culpabilité que tu pourrais ressentir. Les murmures qui te disent que la famille est tout et que le sang est plus épais que l'eau. Mais voici ce que j'ai appris en 30 ans. La citation complète est « Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre maternel ». Les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux qui nous sont assignés. Je vis dans le sud de la France maintenant, en Provence. J'ai une belle vie, une famille qui m'aime sans condition. Si jamais tu veux parler ou visiter, je suis là. Ta tante, Patricia. J'ai lu l'email 3 fois. Une personne entière effacée de l'histoire familiale tout comme ils avaient essayé de m'effacer. Mes doigts tremblaient alors que je tapais une réponse. Patricia, oui, je veux te rencontrer. Je veux tout entendre. Merci de m'avoir contacté. Céline. Le schéma, j'ai réalisé, remontait à des générations, mais il s'arrêtait avec moi. 3 mars, 3 mois depuis le réveillon. Un email de maman est apparu dans ma boîte de réception. Mon premier contact direct de l'un ou l'autre parent depuis l'appel téléphonique de papa. Objet, s'il te plaît, lis ça. Très chère Céline. J'ai commencé cet email 100 fois. Je ne trouve pas les bons mots. Je sais que tu es en colère. Je sais que je t'ai blessé. Ton père et moi, nous avons fait des erreurs. Nous aurions dû être plus reconnaissants. Nous aurions dû dire la vérité à la famille. Mais ma chérie, tu dois comprendre. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour la famille. Marc avait du mal. Il avait besoin de plus de soutien. Nous n'avons jamais voulu diminuer ce que tu as fait. Tu es notre fille. Le sang c'est le sang. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres comme si nous étions des étrangers. S'il te plaît, Céline, rentre à la maison. Parlons comme une famille. On peut arranger ça. Tu me manques. Maman. Je l'ai lu 3 fois, puis une fois de plus. Elle était désolée qu'il se soit fait prendre, pas désolée d'avoir menti. Elle voulait arranger les choses, pas reconnaître ce qu'ils avaient fait. Elle invoquait le sang, pas l'amour. J'ai rédigé ma réponse soigneusement, chaque mot délibéré. Maman? J'ai lu ton email. J'apprécie que tu m'écrives, mais j'ai remarqué quelque chose de manquant. Une véritable excuse. Pas, nous aurions dû être plus reconnaissants. Pas, nous avons fait des erreurs. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des minimisations. Vous avez dit à la famille que j'étais ingrate pendant 15 ans. Vous avez laissé Marc s'attribuer le mérite de mes sacrifices. Vous avez construit votre retraite sur mon argent tout en me traitant d'égoïste dans mon dos. Notre relation ne peut exister que si elle est construite sur la vérité et le respect. Pas la culpabilité, pas l'obligation, pas, le sang c'est le sang. Si vous voulez essayer à nouveau, vraiment essayer, vous savez comment me joindre. Mais je n'attendrai plus. J'ai attendu 38 ans. Céline. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me promener. 31 décembre. 1 an depuis la nuit qui a tout changé. J'écris ceci depuis la véranda de notre nouvelle maison. 3 chambres, un jardin, de l'espace pour l'avenir que nous construisons. L'apport, les 22 200 € que je n'ai pas envoyés à mes parents cette année. Le reste provenait d'années d'économie que nous pensions ne jamais être les nôtres. Le mois dernier, je me suis envolé pour la Provence. Patricia est venue me chercher à l'aéroport elle-même. Nous avons parlé pendant 6 heures d'affilée d'Henri, du schéma familial s'étendant sur des générations, du courage qu'il faut pour se libérer. Ils m'ont dit que je regretterais de partir, a-t-elle dit autour d'un verre de vin ce soir-là. Que je reviendrais en rampant, que je mourrais seul. L'as-tu regretté?
Elle a souri à son mari à travers la pièce, ses enfants adultes riant dans la cuisine. Est-ce que j'en ai l'air? Non, pas du tout. Tante Martine appelle tous les dimanches maintenant. Elle est devenue la famille que je n'ai jamais eue en ma mère. J'ai parlé à tes parents la semaine dernière, m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel. Ils ont vendu la deuxième voiture. Marc a réemménagé pour aider avec les dépenses. Elle a fait une pause. Ils ont du mal, Céline. J'ai écouté le poids de ces mots. Je sais. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? J'ai réfléchi avant de répondre. Je ne suis pas heureuse qu'ils aient du mal. Je ne leur souhaite pas de mal. J'ai regardé Daniel faire du café dans notre nouvelle cuisine. Mais j'ai aussi passé 15 ans à m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Je ne peux plus faire ça. Je comprends. Vraiment? Plus que tu ne le sais, ma chérie. Mes parents n'ont jamais répondu à mon dernier email. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de tentative de me rencontrer là où j'avais demandé à être rencontré. Certaines portes se ferment parce que les gens de l'autre côté ne veulent pas les franchir. J'ai fait la paix avec ça. Ce soir, je suis assise sur la terrasse de ma nouvelle maison. Le soleil se couche sur les arbres que nous avons plantés nous-mêmes. Daniel sera bientôt rentré du travail. J'ai réfléchi à ce que je dirais à quelqu'un dans ma position, quelqu'un qui a donné et donné, se demandant pourquoi cela ne semble jamais assez. Voici ce que j'ai appris. Premièrement, être une bonne fille, un bon enfant, ne signifie pas laisser les gens vous exploiter. Cela ne signifie pas financer des mensonges. Cela ne signifie pas accepter l'effacement juste pour garder la paix. L'amour n'est pas une dette que vous remboursez avec intérêt. Si quelqu'un ne peut vous aimer que lorsque vous lui êtes utile, ce n'est pas de l'amour. C'est de la comptabilité. Et parfois, poser des limites est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre avenir, pour la famille que vous construirez au lieu de celle qui vous a été assignée. Je ne déteste pas mes parents. La haine prend une énergie que je préfère dépenser ailleurs. Je ressens quelque chose de plus proche du deuil. Le deuil des parents que j'aurais aimé avoir. Les versions d'eux que j'espérais voir émerger, qui ne l'ont jamais fait. Mais voici ce que j'ai gagné, la liberté, le respect de soi, un mariage construit sur l'honnêteté. Des proches qui sont devenus une vraie famille une fois qu'ils ont appris la vérité. Et Patricia, une tante dont j'ignorais l'existence, qui a prouvé que se libérer ne signifie pas s'effondrer. La porte s'ouvre derrière moi. Et Daniel pose une tasse de thé à côté de moi. À quoi tu penses? À tout. À rien. Je lui souris. Surtout à quel point cette année semble différente. Bien différente? Je lui prends la main. Ouais, bien différente. Il s'assoit à côté de moi. Nous regardons la dernière lumière s'estomper ensemble. Pour la première fois en 38 ans, je n'attends pas une approbation qui ne viendra jamais. Je ne joue pas pour un public qui ne voit que mes défauts. Je suis juste là, présente, libre, et c'est assez. C'est enfin assez. En regardant en arrière, j'aurais aimé poser des limites plus tôt. Mais je sais aussi que je devais traverser cela pour comprendre quelque chose d'important. Alors, voici ce que je veux vous laisser. Premièrement, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous sacrifiez. Deuxièmement, les gens qui vous aiment vraiment n'effaceront jamais vos contributions. Troisièmement, poser des limites n'est pas un abandon, c'est du respect de soi. Si vous êtes dans une situation similaire, j'espère que mon histoire vous donne du courage. Vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît aimez, abonnez-vous et partagez. Vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci, et laissez un commentaire. Que auriez-vous fait différemment? Je lis chacun d'entre eux. À la prochaine, prenez soin de vous.